Sven Offray, qui est derrière moi, était prof de SVT au collège. Puis petit à petit, il a mûri le projet de s'installer comme paysan. Ça ne lui convenait plus. Et il apprend, il se forme, il passe par toutes sortes de fermes. Il trouve un terrain et le voilà installé. C'est beaucoup plus long que ça, mais j'abrège. Et donc aujourd'hui, Sven est chèvrier à Pleugnien-sur-Rance, qui est un petit village breton où j'ai grandi. 3000 habitants, village agricole. Et donc aujourd'hui, la chèvrerie, elle est en bio et elle est très proche de l'autonomie. Ce qui veut dire que on produit ce que nous-mêmes, ce qu'on nourrit aux chèvres. Donc ça passe par des fourrages pour l'hiver et par faire pâturer le troupeau de 40 chèvres l'été dans nos propres pâturages. Donc à la chèvrerie des Borderances, on fait tout, donc il y a la rivière en bas, on fait tout de A à Z, donc les pâturages, les fourrages, les semences, la traite, la transformation du lait en fromage, la vente en direct donc sur la ferme. On a en fait des locaux qui viennent acheter nos fromages plutôt que l'envoyer à Paris. Et on fait aussi la vente sur des marchés. Et puis il y a plein d'autres petits boulots qui prennent beaucoup de temps, mais qui sont un peu disséminés partout. Et donc Sven, il a récupéré des terres lessivées après 20 ou 30 ans de pesticides, de labour en profondeur, d'agriculture productiviste. Et donc il veut réactiver la biodiversité. Il replante les haies le long des champs petit à petit. On a planté un verger pour qu'on puisse récupérer les pommes sur le dessus et faire pâturer les chèvres en dessous. Et il a aussi cédé une partie de sa terre à une vigneronne bio qui fera le premier vin de notre petit village agricole breton depuis très très longtemps. Et donc les insectes sont revenus à la ferme avec ces conditions parfaites pour la biodiversité, et puis les consommateurs aussi avec la vente en direct et les marchés. Et donc il est vraiment en train de réussir à créer un retour à la terre, à ses écosystèmes, tout en nourrissant les locaux. Mais il le fait seul, et avec l'aide de quelques stagiaires par-ci par-là. Et donc il travaille souvent jusqu'à 14 heures par jour en période de lactation, donc ça c'est 7 mois de l'année à peu près. Il voit peu sa famille, il a du mal à concilier vie familiale, vie paysanne, et c'était qu'après 3 ans qu'il a réussi à se dégager un SMIC de son activité et de son travail qui est énorme. Et il faut bien comprendre qu'avoir des chèvres, avoir un troupeau, c'est comme des enfants, on ne peut pas juste les laisser, prendre sa bagnole, partir en vacances, et puis ils se débrouillent. Ça veut dire pas de week-end, pas de congé, pas de vacances. Et au début, il prenait que 3 à 4 jours de vacances par an. Il les prenait à Noël pour voir sa famille, et c'était tout. Et donc, tous les 7 mois de lactation qui sont super intensifs, où il faut faire les marchés, où il faut produire, où il faut faire la traite, etc., il les enchaînait d'un coup sans aucune pause, et c'est très dur. Et heureusement, maintenant, il a réussi à former quelques locaux et qui prennent un plaisir fou à participer à cette aventure. Dont moi, et qui peuvent maintenant le remplacer quelques semaines par an sur la ferme, et notamment au plein milieu de la période de lactation. Et donc maintenant que j'ai fait le tour, il y a 2 questions qui se posent. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que sa ferme, ce soit le seul de son type sur tout ce village breton agricole, et que en face, parallèlement, ces conditions de travail, ce soit la norme sur tout le village pour les conventionnels et pour tous ceux qui veulent une autre agriculture. Pour répondre à ça, il faut remonter un peu en arrière, jusqu'à la guerre, aux années 40. À la fin des années 40, on sort du rationnement, la France est en ruine et il y a un besoin de nourrir la population très vite et le plus possible. Et donc, il y a un nouveau modèle agricole industriel avec l'objectif quantitatif qui est vraiment le principal. Et donc, et ça se développe dans les années 50. Donc pour faire du quantitatif, on va vouloir agrandir les champs, avoir des plus grandes machines, et donc on va réunir toutes les petites parcelles entourées de haies et bocages dans des énormes parcelles. Donc ça s'appelle le remembrement, et là on voit donc la ferme de Sven en bas, et derrière il y a juste un énorme champ qui est là pour faire du maïs ou du blé par un agriculteur en conventionnel bovin, laitier. Et avant,
c'était des centaines de petites parcelles qui ressemblaient un peu comme le bocage qu'on voit proche de la rivière. Et donc des centaines de parcelles, par plein d'agriculteurs et paysannes différents, sont réunis en une seule énorme parcelle où un seul bonhomme sur son gros tracteur peut faire tout en une journée et concentrer et produire énormément de nourriture, de maïs et de blé. Et donc on commence à voir un usage massif aussi d'engrais de synthèse et de pesticides, parce que les deux vont toujours ensemble. Et donc c'est une agriculture qui est plus basée sur des écosystèmes qui se régulent eux-mêmes, qui s'équilibrent, mais sur une agriculture où on se base sur des intrants, sur des apports extérieurs. Les cadres gaullistes, comme Edgar Pisani qui était ministre de l'Agriculture, voient plus loin et eux ils considèrent qu'il faut que l'agriculture ce soit la base de la construction européenne. C'est aussi pour compenser l'Allemagne industrielle. Et donc ils mettent en place avec 6 autres pays en 1962 la politique agricole commune qui crée un marché commun des produits agricoles et des subventions à l'export. Donc en gros ils essayent de découler le surplus, parce que maintenant qu'on a nourri la France, on a un surplus avec ce modèle agricole productiviste. Et donc ils essayent de découler à l'intérieur, donc la France va essayer de vendre ses produits à l'Allemagne, et puis à l'extérieur, la France va essayer d'exporter le plus possible ses produits. Sauf qu'à ce moment-là, la production est tellement grande qu'elle risque de faire chuter les prix. Or, à l'époque, l'État garantissait des prix rémunérateurs, ce qui veut dire que même si les prix étaient très bas sur le marché, si le blé valait rien, eh ben, il fallait quand même payer dignement ceux qui nous nourrissent. Donc l'État s'endettait pour payer la différence. Et les prix étaient devenus tellement bas, parce que la production était en tellement grande quantité, que l'État s'endettait beaucoup trop, donc ils ont mis fin à la règle des prix rémunérateurs. Et à partir de ce moment-là, c'est le marché qui décide de combien vont être rémunérés les paysans et paysannes et ceux qui nous nourrissent. On remet notre souveraineté alimentaire aux mains du marché. Et puis, il décide aussi de diminuer le nombre de paysans en modernisant toujours plus, donc toujours plus de pesticides. On va commencer à mettre en place des OGM, enfin à rechercher les OGM. Et donc les fermes s'agrandissent, les paysans et paysannes deviennent une espèce rare, et la taille moyenne d'une ferme en 1955 était de 14 hectares, et en 2020, elle était de 69 hectares. Quant à la population agricole, c'était un tiers du pays en 1955, et aujourd'hui, c'est 1,5% de la population active. Donc en fait, il y a presque plus de paysans et de paysannes. Et parallèlement à ça, les régions, elles spécialisent. Que ce soit dans les grandes cultures, comme dans la Beauce, dans l'Aquitaine, donc qui sont destinés, comme le maïs, destinés à la transformation industrielle, ou à nourrir le bétail, et même surtout à nourrir le bétail. Mais ils peuvent aussi spécialiser dans l'élevage laitier, comme en Normandie. Et avec cette spécialisation, on a une séparation entre culture et élevage, qui n'a aucun sens du point de vue d'un écosystème. Un écosystème, ça fonctionne avec des proies, des prédateurs, des végétaux, des animaux. On ne peut pas séparer les deux pour que ça marche. Pourtant, ça a énormément de sens du point de vue de la hausse des rendements, parce que ça permet de concentrer les mêmes productions aux mêmes endroits et de faire les plus gros rendements possibles. Bref, l'agriculture doit s'intensifier, elle doit se mécaniser, elle doit se spécialiser, mais pour quel résultat? Et la réponse est très simple, c'est pour faire exploser les rendements encore, et au niveau mondial. Les rendements de blé tendre, qui sont quand même un peu la base, le blé tendre c'est la base de l'alimentation pour une grosse partie de l'humanité, ont quadruplé entre 1945 et 1995. Et si on parle en termes énergétiques, ça c'est possible parce qu'on est passé d'un système basé sur l'énergie solaire, avec la photosynthèse, à un système basé sur l'énergie minérale, avec des engrais de synthèse, des pesticides, du pétrole pour les machines. Et donc on remplace artificiellement des mécanismes naturels qui sont beaucoup plus lents, qui sont beaucoup plus complexes, mais qui peuvent tenir, qui sont durables, qui sont résilients, qui peuvent résister face, je sais pas, peut-être à un changement climatique. Et on les remplace par des mécanismes artificiels qui sont très rapides, mais
qui repose sur la destruction du vivant. L'obsession pour la productivité visait pas à améliorer forcément les conditions sociales, en partie, mais ça visait quand même pas mal à diminuer le nombre d'agriculteurs pour libérer des bras pour l'industrialisation dans l'après-guerre. Et enfin, grâce à la modernisation et à la libéralisation du marché agricole, l'agrobusiness a acquis un pouvoir de marché, un pouvoir politique très important, et puis un pouvoir de nuisance donc tout aussi grand, surtout quand on veut enclencher aujourd'hui un changement de modèle agricole. Cette transformation, elle a eu lieu à l'échelle globale, donc on l'appelle la révolution verte, notamment en Inde et puis après en Amérique latine. Il faut garder en tête aussi que dans les années 30, on était en sous-production mondiale alimentaire, et que à partir des années 80, l'humanité est en surproduction, elle produit plus qu'elle ne mange, alors que la population a doublé entre-temps. Donc c'est un changement énorme, un miracle ou un désastre, mais en tout cas c'est un changement drastique dans l'histoire de l'humanité et qui a des répercussions immenses sur notre relation à la biosphère. Et avant de parler des problèmes environnementaux du productivisme, il faut parler du social. La situation sociale dans nos campagnes ne peut plus durer. La précarité est répandue partout dans le milieu agricole. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, 1/5 des agriculteurs et agricultrices sont sous le seuil de pauvreté. Et cette précarité, elle est reproduite par la dette. Et la dette, aujourd'hui, s'accroît. Et elle est beaucoup plus forte qu'il y a 50 ans. Et l'endettement croissant pousse les agriculteurs qui partent à la retraite à vendre leurs terres aux plus offrants, aux grands groupes industriels, plutôt qu'aux plus méritants, qui ont des petits projets, qui ont des petites installations. Et donc ça accélère évidemment l'emprise des grands groupes industriels, comme Chanel par exemple, sur les terres, plutôt que les petites installations qui ont beaucoup de mal à trouver les quelques hectares qu'il leur faut. Le fait qu'aujourd'hui il n'y ait plus que 400 000 fermes et que la charge de travail soit énorme explique que les agriculteurs soient toujours davantage isolés. Comme je vous ai dit, Sven il travaille 12 à 14 heures par jour en période de lactation. Il passe peu de temps en famille, il dort peu la nuit à cause du stress, et il est maintenu dans un isolement difficile. Et ça, c'est très représentatif de tout le métier. En 2019, le temps de travail hebdomadaire d'un agriculteur était de 55 heures en moyenne par semaine, alors que pour la population active, la moyenne c'est 37 heures. Et la chose qui fait tenir face à ça, face à ces conditions de travail, face au temps de travail, c'est la passion du métier, c'est la fierté du travail, c'est la fierté de nourrir les gens, de répondre à un besoin primaire. Et l'agrobusiness n'hésite pas du tout à profiter de cette marge pour pousser à bout les femmes et les hommes qui nous nourrissent. En poussant à l'agrandissement, il y a cette culture très importante de il faut toujours s'agrandir, toujours plus, toujours racheter de nouvelles terres, toujours acheter de nouveaux tracteurs, etc. Et puis en commercialisant des produits dangereux pour ceux-mêmes qui les utilisent, qui les épandent, avant que les rivières soient touchées, avant que les riverains soient touchés par les pesticides, c'est ceux qui les épandent en premier qui ont des problèmes de santé. Et en général, cette condition paysanne fait qu'aujourd'hui, il y a 2 agriculteurs et agricultrices qui se sont suicidés. Un agriculteur a 1,4 fois plus de chances de se donner la mort que le reste de la population. Et ça sort pas de nulle part, c'est un tabou. Ce tabou-là, c'est l'expression de la violence économique du système alimentaire industriel et libéralisé, qui n'hésite pas à utiliser ceux qui nous nourrissent, la force de travail, pour eux, comme une ressource qu'on peut épuiser pour faire des dividendes dans l'agrobusiness. Et cette violence économique, nous, on la ressent, nous étudiants, quand on voit les files d'attente pour l'aide alimentaire qui s'allongent toujours plus. Les Restos du Cœur, ils ont annoncé qu'ils pouvaient plus, pour la première fois de leur histoire, ils n'allaient plus pouvoir, enfin ils allaient devoir refuser de servir des repas parce que bon, ils ont moins de subventions et aussi parce que les files d'attente sont tellement énormes. Et maintenant, on va se concentrer sur les conditions des paysannes, plus particulièrement. La
condition paysanne, enfin des paysannes, elle est très fortement liée au milieu rural, qui en général, où en général les femmes ont moins d'autonomie qu'en milieu urbain, et sont plus exposées aux violences sexistes et sexuelles. Il y a moins de services publics pour la gynécologie, pour la petite enfance, qu'en ville. Et à l'intérieur de cette condition des femmes rurales qui est désavantageuse par rapport à celle des villes, des femmes des villes, s'ajoutent les difficultés particulières à la condition d'agricultrice. Donc pour ce qui est des inégalités économiques, les paysannes ont une rémunération 29% inférieure à celle des hommes, en moyenne, et la retraite moyenne est de 570 euros, alors qu'elle est de 840 euros pour les hommes. Dans les deux cas, c'est quand même abyssal, mais il y a une énorme inégalité économique. Et ça, c'est très nouveau d'ailleurs, le droit à la retraite, hein, ça date d'il y a 40 ans, puisqu'il a été assuré qu'en 1980 avec le droit, le statut, la création du statut de conjoint participant. Mais encore aujourd'hui, il resterait 131 000 agricultrices qui ne bénéficient pas de statut autonome, enfin indépendant. Elles sont ou salariées de leur mari, ou elles sont salariées dans une autre entreprise, mais elles bossent quand même à la ferme. Et donc ça c'est un gros frein à l'autonomie, et ça montre que les femmes sont toujours invisibilisées derrière le statut de chef d'exploitation de leur conjoint. Et l'exclusion du marché de l'emploi fait qu'elles investissent plus massivement des pratiques agricoles durables, notamment le bio, les circuits courts, les élevages extensifs, donc quand on emmène pâturer pâturer dehors. Et ça, c'est à mettre en lien avec les normes de genre, les normes genrées de la femme par rapport à la terre, par rapport aux animaux, par rapport à l'écologie. Et une des conséquences de ce rapport genré à l'agriculture, c'est qu'elle bénéficie beaucoup moins que les hommes des aides de la PAC, de la politique agricole commune. Puisque les aides de la PAC, elles sont données à l'hectare. Et elles sont données sur les fermes avec un type conventionnel, des bons gros céréaliers, des laitiers, des bovins, viande, plutôt que dans du bio et des petites installations avec quelques hectares dans des systèmes alternatifs. Or, c'est les femmes qui investissent, qui ont moins d'hectares et qui investissent ce genre d'agriculture. Si on regarde vers le sud global, c'est les femmes qui ont conservé le plus les techniques de subsistance en s'appuyant sur les écosystèmes, puisque c'est elles qui subissent le plus la destruction du vivant. Si l'eau du puits se tarit, l'eau potable, c'est elles-mêmes qui vont devoir aller marcher 1 heure de plus pour aller chercher le prochain point d'eau et le ramener à la maison. Alors que les hommes, eux, ils s'occupaient plus souvent d'une activité commercialisable, peut-être même pour l'export. Et donc ils ont perdu les techniques de subsistance, alors que les femmes les ont plus souvent gardées. Donc c'est elles qui possèdent les savoirs paysans, les savoirs paysannes, et qui sont capables de reconstruire la subsistance des populations du Sud. Et pour retourner en France, les normes, les stéréotypes de genre sont un gros frein à l'installation des nouvelles paysannes, notamment avec l'achat des terres, puisque les propriétaires qui partent à la retraite choisissent souvent de favoriser des hommes pour acheter leurs terres plutôt que les femmes. Enfin, en ce qui concerne le travail gratuit, il est super difficile de trouver des chiffres comme partout, mais particulièrement en agriculture, sur le travail domestique. Mais j'ai trouvé que 66% des agricultrices bio affirment prendre en charge la totalité ou presque des tâches ménagères, alors qu'on pourrait penser que c'est quand même la catégorie qui représente la part la plus acquise aux idées progressistes dans le monde agricole, et donc qu'elles auraient plus d'autonomie et que les tâches domestiques seraient plus réparties. Donc il faut garder en tête que la division entre la sphère domestique et la sphère professionnelle, elle est très ténue chez les agricultrices, plus que dans les autres professions. Et puis elles effectuent massivement les tâches qui ont trait à l'exploitation, comme la comptabilité ou la gestion, alors qu'elles sont genre sans statut. Et ça, c'est donc gratuit, évidemment, alors que payer une comptable, c'est vu comme un travail reconnu, salarié, avec un statut. Pour répondre à ça, c'est tout le milieu rural qu'il faut faire bouger. C'est énorme, c'est très long à déraciner, mais en particulier sur l'agriculture, on pourrait penser à décliner la PAC, parce qu'il y a quand même
les pays ont des marges de manœuvre sur comment est-ce qu'ils appliquent la PAC. Et l'Espagne revalorise les aides à l'installation pour favoriser les femmes. Donc on pourrait penser à faire ça chez nous. Maintenant, sur l'aspect écologique, le gros morceau. Partout en Europe, les rendements agricoles stagnent. Le sorgho, le colza, le blé, le tournesol ont des rendements qui stagnent. Et ça, c'est dû à trois choses. Le changement climatique, donc la raréfaction de la ressource en eau, la perte de fertilité et de vie du sol, donc la raréfaction de la ressource en eau aussi, et puis la baisse d'activité des pollinisateurs comme les abeilles, qui sont tués par les pesticides notamment. Et ça, ces trois raisons, ça forme une partie de l'effondrement écosystémique qui est débuté, qui est en cours, qu'on aura du mal à arrêter. Et au cours de mon petit temps passé sur Terre, j'ai 17 ans, les milieux agricoles ont perdu un tiers de leurs oiseaux. Puis on tue la vie de nos sols avec les pesticides, avec les engrais de synthèse, presque aussi vite qu'on fait reculer l'âge de la retraite. Or le sol, c'est quand même le moyen de production et de subsistance par excellence. Et en plus, c'est un stockeur de carbone net, et en plus, il retient l'eau. Le capitalisme, par sa structure même, ne peut que continuer d'artificialiser, de rendre stérile, constamment transformer en marchandises, notre socle commun vivant, qui est le sol, qui est la terre. Il est incapable de modifier sa structure, donc il tente de mettre en place des béquilles de secours qui sont temporaires, qui ne vont pas durer, pour pouvoir continuer la croissance, comme les mégabassines dont vous aurez entendu parler, qui ont pour unique but de donner un sursis de quelques années à des monocultures de maïs destinées à des poules. Mais cette fois-ci, le mur avance, il n'a jamais avancé aussi vite, et d'ici quelques années, comme ça a été le cas au Chili, comme ça a été le cas en Espagne, on retrouvera plus d'eau dans les grands trous qu'on a creusés dans le Poitou et maintenant en Auvergne, dans ces bassines. Et pour prendre un exemple très lointain, parce que le changement climatique, c'est quand même pas la porte à côté, c'est 2050, c'est tout ça. Je rappelle que 75% du territoire espagnol est menacé de désertification. La désertification, ça ne veut pas dire qu'il va devenir le Sahara. Le Sahara, c'est un écosystème, il y a un équilibre, il y a quelque chose. La désertification, c'est la perte permanente de capacité à nourrir les humains. Cet été, l'Espagne a perdu 5 millions d'hectares de terres agricoles à la désertification. Ils ne pourront plus produire de céréales. Ça, c'est dû à la sécheresse, au changement climatique, mais aussi, surtout, aux pratiques agricoles industrielles qui ont lessivé les terres. La réponse à apporter, elle est multiple, elle dépend de chaque territoire, et le principe général, ça reste réactiver la biodiversité. Ça peut passer par la replantation de haies, ça peut passer par le compostage, ça peut passer par la diversité culturelle, ça veut dire on met plusieurs espèces dans un même champ, avec des prairies permanentes, et évidemment l'arrêt des biopesticides, engrais de synthèse. Et tout ça, ça prend du temps. Je vous assure que c'est bien plus rapide de balancer un peu de pesticides, de glyphosate sur une monoculture et d'avoir des gros rendements. Sauf que si on veut une terre qui nous nourrisse, il va falloir d'abord accepter les temporalités, la complexité de l'environnement, des écosystèmes. Puis après, il va falloir se créer en fait, et se servir des connaissances scientifiques qu'on peut développer, et aussi ne pas négliger et se servir des connaissances des paysannes dont on a parlé juste avant, des savoirs paysans, pour créer une autre agriculture et plein de nouvelles façons de nourrir le monde en harmonie avec la nature. Je ne sais pas si vous en souvenez, je pensais avoir des vieux dans la salle, donc je voulais faire une blague, mais non. Au collège-lycée, on nous apprend qu'il y a 80% d'azote dans l'air. Bon, ils nous apprennent ça, on apprend par cœur, ça sert à rien, on recrache dans un contrôle. Mais ici, ça sert, parce que l'azote, c'est une des nourritures favorites des plantes. Le problème, c'est qu'elles sont incapables de le prendre directement, de le puiser dans l'air. Et donc, il y a trois manières d'obtenir de l'azote. 1. Les engrais chimiques. L'humain s'est dit, super, on a plein de pétrole, et si on faisait tourner des grosses machines pour retirer l'azote de l'air et le mettre dans des granulés ou des liquides qu'on va ensuite épandre sur les champs. Le résultat, c'est que les plantes poussent comme des dingues, c'est un apport d'azote énorme. Le problème, c'est que toutes les plantes poussent comme des dingues, et donc
on s'est dit, bah, il ne faut pas que toutes les plantes, même celles qu'on ne veut pas, poussent. Donc on va mettre des pesticides, on va développer des OGM qui sont résistantes à ces pesticides, et en fait on tue la vie du sol. Avec cette technique, il y a tellement d'azote qui n'est pas ancré dans le sol, qui est juste balancé sur le dessus et qui reste sur le dessus, qu'il y a un surplus de 33 kg bruts d'azote par hectare, à chaque fois, par an et par hectare, sur des céréales conventionnelles. Et tout ça, ça va où? Ça va dans la flotte, parce qu'on a rasé toutes les haies, donc il n'y a rien pour le retenir. La deuxième manière d'appliquer de l'azote, c'est les légumineuses. Donc nous, celles qu'on connaît, c'est les pois chiches, c'est les lentilles, c'est le soja. C'est la seule famille de plantes qui favorise des bactéries qui peuvent prendre dans l'air et transformer en nourriture en fait, pour les plantes. Et ces légumineuses-là sont en fait très souvent bourrées de protéines végétales et sont très économes en termes de calories et de protéines par rapport aux protéines animales. Donc on peut vraiment se baser sur développer les légumineuses pour chercher à créer une autre agriculture et à assurer que toutes les plantes aient assez d'azote. La troisième manière d'augmenter l'apport azoté, c'est de travailler avec les animaux pour avoir du fumier ou du lisier. Donc il y a bonne et mauvaise manière de faire. On pourrait continuer à nourrir des fermes-usines avec des légumineuses brésiliennes, de soja, et avoir des quantités astronomiques de lisier. Donc ça c'est juste toutes les déjections sans paille, sans rien, juste pur. C'est le cas en Bretagne, donc d'où je viens, où les plantes bretonnes ont absolument pas besoin d'autant d'azote. Et ils n'ont absolument pas besoin des quantités d'azote que produisent les élevages industriels bretons. Et tout ça, ça part encore dans la flotte. Cette fois, il y a une telle quantité d'azote que ça crée des algues vertes qui prolifèrent et qui déstabilisent des écosystèmes. Et en plus, ça crée un problème de santé publique parce que oui, les algues vertes, ça tue quand ça se décompose. Est-ce qu'il y en a certains qui ont vu le film Les algues vertes? Personne. Ben, c'est un super film, allez le voir, il est sorti cette année. Et c'est un très très bon film qui explique donc en partie ça et aussi à quel point c'est dur de faire le travail journalistique sur ces thèmes-là parce qu'il y a des gros intérêts derrière et des syndicats qui empêchent en fait la transparence sur les sujets-là. Et sur les animaux, la meilleure manière de faire, c'est à travers les prairies permanentes, c'est mieux. Donc on fait sortir des animaux dans les pâturages, donc en plus pour la condition animale c'est cool. Et dans ces pâturages, on trouve naturellement des légumineuses, à peu près un tiers des espèces sont des légumineuses. Et tout ça, ça passe par les intestins de nos chèvres, de nos vaches, de nos moutons, et on ressort de l'azote qui doit être utilisé localement. Parce que le fumier, c'est un produit local. La Bretagne ne peut pas exporter son fumier en Occitanie, où il y en aurait besoin. Donc il faut que partout se développent des fermes, des territoires qui combinent des cultures, de l'élevage et des prairies. Et ça s'appelle des systèmes en polyculture élevage. Une fois que vous avez des fermes qui partout ont des productions diverses, bah alors de fait vous avez déjà déspécialisé. Si la Bretagne produit autre chose que du lait et de la viande de porc, bah ce sera déjà un gros bout. Et en mettant fin à l'artificialisation du cycle de l'azote, vous répondez aux algues vertes, vous diminuez la nécessité d'avoir des pesticides qui détruisent la terre et les pollinisateurs. Et donc si chaque année les paysans n'ont plus à s'endetter pour les engrais, pour les pesticides, alors vous avez déjà un bout de la solution au problème des conditions de travail. Et donc l'agroécologie, enfin, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est pas juste un catalogue de bonnes pratiques comme le bio, faites ci, faites ça, mettez des légumineuses, faites pâturer. C'est un projet de transformation qui vraiment inclut le social, l'écologique, le politique. Et ce projet, enfin cet autre modèle, on n'aura pas de choix de le prendre. La question c'est est-ce que ça va être un choix, est-ce que ça va être volontaire, est-ce que ça va être planifié, ou est-ce que ça va être dans la douleur et dans la dépossession de nourriture pour certaines populations. Donc nos sociétés vont toujours davantage s'investir dans la lutte pour se réapproprier ces réseaux alimentaires, tout simplement parce que c'est un besoin primaire. Et dans ces luttes, il y a des dynamiques de désorganisation capitaliste qui feront émerger des possibilités
de réorganisation écologique, sociale, démocratique. Pour prendre que 2 exemples. En 2050, la moitié des agriculteurs et agricultrices partiront à la retraite. Qui va prendre la suite? Est-ce que ça va être des grandes entreprises qui vont tout racheter, vont sous-traiter les terres à des ouvriers agricoles et vont considérer que le vivant, c'est juste une partie de la production, une ressource qu'on peut épuiser pour faire des dividendes? Ou est-ce que c'est nous, paysans, paysannes, est-ce que c'est nous, citoyens, citoyennes, qui allons mettre en place une agriculture basée sur du labeur humain, où on peut mettre plus de gens sur des petites surfaces, qui se basent sur le vivant? J'espère que c'est la deuxième. Ah, j'avais raté les bassines. Et puis ensuite, sachez que le pic de production mondial du pétrole est passé en 2006, du pétrole conventionnel est passé en 2006, et que les techniciens du monde entier s'accordent jamais sur une date de pic de production mondiale du pétrole total, mais en gros c'est autour de 2020, donc c'est déjà passé, que le pétrole ne va plus être produit davantage. Et donc la désorganisation d'une agriculture qui est entièrement basée sur l'énergie fossile est déjà lancée. Et il est impératif, au sens de la survie des communautés humaines tout simplement, que les citoyens organisent collectivement de nouveaux réseaux durables et sains, alimentaires, afin de garantir la disponibilité et d'une alimentation de qualité pour toutes et tous. Mais on l'imposera à la classe dominante seulement si les moyens sont à l'image de la faim. On ne peut apporter la preuve de ce monde en rupture que si on construit des espaces libérés où on résiste, en même temps qu'on résiste. Et ces mouvements qui reprennent la main sur nos réseaux alimentaires et pour qui lutter contre et œuvrer pour vont ensemble, s'appellent les soulèvements de la terre, au sens large, au sens des collectifs, des syndicats, des partis, des citoyens de partout qui veulent juste s'investir et qui veulent s'investir pour lutter pour une autre agriculture. Et quoi de mieux pour empêcher des entrepôts, des autoroutes et du béton de tout saccager, de saccager le vivant, de saccager notre sol, que de reprendre la terre, d'en faire notre moyen d'autosubsistance. Et l'autosubsistance, c'est assez important quand on a une population qui est à 67% urbaine et où 7 millions de personnes sont structurellement dépendantes à l'aide alimentaire. Et ces luttes peuvent être très festives. Ça, c'était la fête de la Confédération paysanne de cette année, c'est à Saint-Romain-en-Popais. C'était super, des ateliers, des marchés, des concerts, des formations. Et il existe aussi des luttes organisées par des collectifs locaux. Vous aurez entendu parler de la lutte contre l'autoroute A69, du collectif Bassines Non Merci qui lutte contre les méga-bassines dans le Poitou. Et d'ailleurs, la justice a annulé début octobre la construction de 15 méga-bassines dans le Poitou, donc c'est une énorme victoire. Et le ministère, énorme un agriculteur industriel, il fait les deux en même temps, a promis de démanteler les 5 bassines qui avaient été illégalement construites. Donc c'est génial et ça montre qu'on peut vraiment gagner. Et c'est des victoires qui doivent servir à lancer un projet alimentaire différent. Et enfin, plus au niveau local, au niveau lyonnais, ça fait pas longtemps que je suis ici, mais j'ai découvert qu'il y avait la micro-ferme des États-Unis dans le 8e, en maraîchage bio, et qu'il y avait aussi la bergerie urbaine, qui fait des transhumances à travers la métropole pour faire pâturer ses moutons, ses brebis, mais aussi pour créer du lien social autour de l'agriculture. Et enfin, je peux que vous conseiller de rejoindre une AMAP. Donc c'est des paniers qu'on paye et qu'on reçoit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, qui sont en circuit court, qui sont souvent bio, et on peut rencontrer les paysans et les paysannes qui nous nourrissent. Et au final, c'est pas très cher comparé aux grandes surfaces. Donc j'ai demandé à Sven de m'écrire un petit mot pour la fin, la fin de ma partie. Et il m'a répondu, je cite, ne serait-ce pas tout simplement devenir paysan bio à un moment de votre vie, mais comment faire quand les lois de la rentabilité décident du type de ferme qu'on aura? Il faut trouver une stratégie pour contourner cette principale contrainte, à méditer. Merci.
j'ai une question. Merci Antoine, tu as bien retracé quand même les 60 dernières, 70 dernières années maintenant de l'agriculture en France. Je me demandais dans la salle qui avait déjà entendu parler de tout ça. Est-ce que vous êtes un peu au courant? Ok, super, merci. Et du coup, qu'est-ce qu'il y en a à retenir en gros? Je sais pas s'il y en a qui ont envie d'intervenir. Qu'est-ce qu'on en retient? C'est que l'agriculture a été martelée. En fait, on sortait de la guerre, les gens avaient faim. On avait surtout des usines qui avaient fabriqué des chars, des usines américaines essentiellement, qui avaient fabriqué des chars, qui avaient fabriqué des bombes. Il faut savoir que les nitrates qu'on épand dans les champs, c'est les mêmes procédés pour fabriquer les bombes qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, les Américains ont sauvé la France, l'Europe, mais en fait ont imposé derrière leur économie, et le traité de Maastricht a imposé la mécanisation et le développement des rendements en Europe. Donc là-dessus s'est mis en place la politique agricole commune, et c'est elle aujourd'hui qui régit l'orientation de l'agriculture. Et pour parler de l'autre syndicat, de la FNSEA, donc la Fédération nationale syndicale des sociétés des exploitants agricoles. Aujourd'hui, sur mes papiers, quand on demande quel statut j'ai un statut d'exploitant agricole. Donc j'exploite. Je suis exploité et j'exploite la terre, j'exploite mes animaux. Voilà, moi ce mot, je ne veux plus l'entendre, je suis paysan, je fais le pays. C'était une insulte au collège. T'es un paysan, t'es un paysou, mais non, c'est une fierté, comme tu peux dire. Et surtout, c'est un beau métier, on y est bien. On y est bien, il y a des côtés rudes de tout ce que tu disais, Antoine. Mais il y a aussi un beau côté, tous les matins, on se lève, moi je n'ai pas de voiture à prendre, je traverse ma cour, je vais voir mes animaux. On travaille avec la nature, on est constamment en lien avec les éléments. Et le réchauffement climatique dont on parle, qui arriverait d'ici 50 ans, 2050, on le vit quotidiennement depuis une dizaine d'années. On est dans des extrêmes tout le temps, tous les jours. On passe de 5 degrés à 25 en une journée, un décalage de 20 degrés, ça ne se connaissait pas avant. Voilà, on le vit complètement. Je vais me recentrer. Est-ce que vous pensez que les politiques actuelles vont changer les choses? Moi je suis sceptique, on fait des grosses promesses, au final il n'y a que la justice, comme on dit pour les bassines, il n'y a que la justice qui permet aujourd'hui de recadrer l'État. Les luttes anti-bassines ont été accusées d'éco-terroristes, aujourd'hui c'est 5 bassines construites illégalement. Il y avait quelques années, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la lutte pour Sivins, un barrage en construction. Un collègue qui aurait pu être moi est mort sous les bombes des gendarmes pour un barrage illégal. Aujourd'hui, on en est obligé d'être à l'insurrection, à la rébellion pour faire respecter la loi. Et après, c'est nous qui sommes accusés d'éco-terroristes. Et pour le coup, la dissolution des soulèvements de la terre qui avait été demandée par l'État, en fait, c'est la FNSEA qui l'a demandé à l'État. Ils ne l'ont pas fait suite à l'action des méga-bassines, ils l'ont fait suite à une action des soulèvements de la terre dans des serres industrielles où ils produisent, je crois, de la mâche, des endives. En fait, ils extraient du sable de gravière, ils mettent ça sur des terrains, ils mettent des serres dessus qui chauffent et qui irriguent. Donc voilà, on n'est même plus dans de l'agriculture. Et c'est suite à cette action-là que la FNSEA a demandé à l'État d'agir et de dissoudre ce soulèvement, sinon leurs troupes allaient passer à l'action, en gros, allaient venir casser la gueule à tout le monde. C'est ce qui s'était notamment passé au barrage de Sivins, c'est des agriculteurs qui ont mis les zadistes dehors, sous les yeux des gendarmes. Enfin voilà, pour vous dire l'ambiance qu'il y a. On a un peu de chance dans le Rhône, on n'est pas trop dans cette ambiance-là, parce qu'ils ont compris que s'ils étaient dans cette ambiance-là, ils auraient perdu depuis longtemps la gestion politique de l'agriculture du département, parce qu'on est une agriculture qui est très proche de Lyon, des habitants, des consommateurs. Il y a énormément de circuits courts, beaucoup de ventes directes. Au niveau confédération paysanne, on prend de plus en plus de poids. Eux en perdent de plus en plus, mais il y a quand même un fonds de producteurs laitiers dans un modèle dominant, mais on va dire aussi, en fait, il y a 50 ans, on a demandé aux agriculteurs de se moderniser. On leur a dit, l'avenir c'est ça, il
faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ils y croyaient pas tellement au début, ils s'y sont mis, les jeunes s'y sont mis, et maintenant on leur dit ce que vous avez fait depuis 40 ans c'est de la merde. Si vous admettez ça, c'est très dur à entendre quand même. Soit il faut avoir vraiment de l'humilité et se remettre en question, mais quand vous êtes endetté jusqu'au cou, vous avez bossé toute votre vie, et qu'on vient vous dire ce que vous faites c'est de la merde, et ben c'est quand même c'est plus facile de se mettre des œillères pour ne pas l'entendre et le voir. Voilà, donc on en était là. Je sais pas. Non, c'est celui-là. Donc voilà, en fait, en ce moment, Antoine a voulu un peu cette conférence parce qu'il y a une loi qui est en discussion au niveau de l'État. C'est la future loi d'orientation agricole, pour qu'elle va être mise en place certainement jusqu'au prochain gouvernement. Ça va être débattu là au mois de décembre, ça a été repoussé décembre-janvier. Et bon, elle a pas de grandes ambitions cette loi, elle devrait, parce que il faut savoir qu'on était 5 millions, je crois, de paysans en début 1900. On est plus de 400 000. On pourrait parler de génocide quand on parle de 2 paysans qui se suicident par jour. Ça fait 700 par an. Rien qu'autour de chez moi, il y en a eu 3 cet été. Donc voilà, c'est une réalité. Et voilà, et ça, vous y pouvez rien, c'est vraiment les politiques. Et puis, on parlait d'industrie, voilà, mais c'est quand même des politiques qui mettent en place toutes ces règles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça? On nous a demandé un peu, nous on a donné notre avis. On peut protéger, on peut parler protectionnisme, il faut en parler. On est dans un monde ultra-libéral. Aujourd'hui, si une cantine, la cantine du campus veut dire, je ne sais même pas si une cantine, mais s'ils veulent dire qu'on veut que les salades de la cantine viennent du maraîcher du coin, ils n'ont pas le droit de le mettre dans l'appel de marché, parce qu'au nom de la libre concurrence européenne. On n'a pas le droit de mettre le mot local. On pourrait dire qu'on veut une salade de telle variété, qui a à peu près tel goût, et puis orienter du coup sur la salade du local, mais voilà. Il faut quand même repenser certaines règles, notamment pour l'agriculture. Les accords de libre-échange, l'agriculture ne devrait pas en faire partie. Elle saigne les paysans. L'accord qu'il y avait avec le Canada, qui a été signé, Mercosur. Non, c'est Mercosur, pardon, c'est avec le Mexique et le Sud. C'était le TAFTA avec le Canada. Clairement, en gros, on envoie du lait, on surproduit du lait et du vin en France, on l'envoie au Canada. Donc tous ceux qui produisent moins cher que les producteurs canadiens. Et eux vont apporter de la viande nourrie aux hormones, avec des animaux qui ne mettent pas le nez dehors, donc on va asphyxier la viande française et européenne. Voilà, c'est des accords comme ça, bah, toi tu donnes ci, toi tu donnes ça. Clairement, ça tue les paysans des deux côtés. Et il y a ça sur tous les pays, notamment avec l'Afrique, c'est encore plus terrible, parce qu'on leur envoie tous nos déchets alimentaires, et puis eux, les paysans locaux ne peuvent plus vendre leurs produits. Donc il faut se protéger. Vous avez un peu une liste ici. Il y a un nouveau truc qui est arrivé il y a quelques années, c'est les OGM. On est arrivé à se battre. La France a été un modèle et a imposé à toute l'Europe, avec l'Espagne un peu et l'Italie, il me semble. Enfin, bon, pas l'Italie, non. Mais en tout cas, la France l'Espagne et l'Italie s'y sont mis au final, mais la France a vraiment mené ce combat-là. Et aujourd'hui, les OGM reviennent par une autre porte, un autre moyen. C'est plus tout à fait le même procédé. Mais là, ça veut dire qu'on déstructure totalement le vivant, et surtout, ce qu'on cultive ne nous appartient plus, appartient à une multinationale. Ils ont essayé de faire pareil sur l'élevage. Ils ont voulu nous interdire de faire reproduire nos propres animaux entre eux. Ils voulaient qu'on fasse venir des semences de centres de sélection où les animaux ne sont pas du tout élevés dans les mêmes conditions que les nôtres. Ça, on s'est battu, on a obtenu aussi. Tout ça, c'est grâce à la Confédération paysanne. Et puis, il vient le problème du foncier. Le foncier, quotidiennement, dans chaque département, dans chaque région, il y a des luttes foncières. Ici, sur le Rhône, on a gagné contre une autoroute, on gagne contre des carrières, on se bat quotidiennement. Cette énergie, on aimerait vraiment la mettre dans autre chose. Et puis aujourd'hui, il y a l'accaparement, l'agrandissement. Quand une ferme, elle se libère, il y a énormément d'agriculteurs qui vont partir à la retraite, sauf qu'elles partent à l'agrandissement. Alors qu'on a énormément de jeunes, de personnes motivées, qui voudraient s'installer sur des petites surfaces. Il y a des fermes de 50 hectares qui s'arrêtent, les personnes en voudraient 3, 4. Mais aujourd'hui, on n'a pas les mécanismes de dire
l'État a des outils pour gérer le foncier, ils n'ont pas la capacité de dire on bloque ce foncier-là, on laisse 5 hectares à ceux qui veulent s'installer et on agrandit avec les 45 hectares pour les autres. On demande à ce que ce soit mis en place, ça serait très simple, et ça permettrait de nourrir le monde, enfin de nourrir les gens autour localement, et surtout et puis d'agrandir un peu ceux qui sont aussi dans la difficulté financière. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours sur l'agrandissement, mais toute la politique agricole commune est basée sur l'agrandissement. Nous, on demande que les aides soient admises au nombre d'agriculteurs, au nombre d'actifs sur une ferme, et pas non plus, et pas à la surface qu'il exploite. Voilà, il y a trop d'ordi devant moi. Répartir, voilà, c'est ce que je parlais, la répartition du foncier. J'ai commencé la répartition de l'eau. Méga bassines, il y a des agriculteurs qui nous disent mais vous êtes tarés, vous êtes contre nous, vous nous attaquez, c'est ce que nous reproche la FNSE. Non, parce que les méga bassines par exemple, ou d'autres systèmes, c'est de l'accaparement, là c'est des millions de litres, ils pompent dans les nappes phréatiques et ça va servir à 6 agriculteurs, 6 exploitants agricoles, même agri-managers aujourd'hui. Et avec ces méga-bassines sont subventionnés à 80% par l'État. Donc c'est des millions d'euros de travaux, enfin ça accapare des budgets énormes de l'État. Alors on a des moyens de faire oui, on venait pour l'irrigation, on a besoin d'irrigation sur certaines cultures, sur du maraîchage, sur de l'arboriculture, avec du goutte à goutte, avec des outils de réduction de travail du sol, en améliorant la fertilité des sols et la matière organique. Et en faisant tout ça, on retient l'eau, on évite qu'elle parte trop dans le sol, qu'elle lessive et qu'en même temps elle emmène tous les polluants. Il faut une vraie politique structurelle et pas juste on arrose de subventions les plus gros et ceux qui savent mieux remplir les dossiers. Donc voilà, et répartition des soutiens publics. Ben voilà, c'est un peu ce que je disais. On a un gros. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a protégé et qu'on répartit, on peut enfin s'attaquer à l'installation. Nous, on demande que cette loi ait une ambition, c'est d'installer 1 million de paysans et de paysannes. Parce que clairement, plus les paysans et les paysannes disparaissent, moins on s'en sortira, parce qu'il y a énormément de coopération entre nous. Et plus ils disparaissent, et ben moins on va arriver à faire cette coopération, et moins on va arriver à s'en sortir même sur nos fermes. On a des structures qui sont assez fortes, mais petit à petit elles se délitent parce qu'on n'aura plus les forces humaines pour les mener. Moi je travaille en coopérative, j'ai quasiment aucun matériel qui m'appartient sur ma ferme, on a une CUMA. Il y a 70 agriculteurs qui y adhèrent, on a un salarié, on a un tracteur et on a tout le matériel en commun. Et ça, pareil, c'est pas capitalisé. C'est pas moi je capitalise sur ma ferme, puis quand je pars, je le revends, je gagne plein de trucs comme ça. Non, il est mutuel, c'est de la mutualisation. On a pareil, on a un outil de découpe pour la viande, pour les animaux. C'est commun, on a un salarié tous en commun. Et la base de les coopératives aujourd'hui, on vend ça, les bases de la coopération viennent de l'agriculture. Toute l'agriculture était essentiellement basée sur la coopération. Il y avait une très très grosse base communiste à la base en agriculture qui est complètement perdue aujourd'hui. Donc, pour installer, il faut le pouvoir. Par exemple, si vous demain, vous vous dites j'ai envie de devenir agriculteur, paysan, je me forme, et comment je vais faire pour pouvoir accéder à une ferme? C'est très 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 compliqué. Et pourtant, il y a des fermes qui se libèrent énormément. Donc ça, nous, au sein de la Confédération Paysanne, on a des associations, une association notamment qui s'appelle l'ADR, qui accompagne tous ces projets, les émergences de projets, et qui peuvent aider là-dedans, et qui peuvent faire rendre compte aussi que peut-être c'est pas qui permettront de vous faire tester, peut-être vous pourrez vous rendre compte que c'est pas ça que vous avez envie de faire, que c'est trop dur, ou alors vous avez vraiment envie d'y aller, et qui vous accompagnent là-dedans. Et tout ça, c'est très important. Parce que foncer tête bêche et s'installer, et puis au bout de 3 ans se casser la gueule, c'est très dur à vivre. Donc voilà, on a des outils qui le permettent, mais on n'a pas de subvention. Wauquiez nous a supprimé 400 000 € de subvention au niveau régional cette année. Voilà, on se bat quotidiennement contre tout ça. Ils essayent de nous achever, mais ils ne vont pas y arriver. Protection sociale, claire, pour les paysannes, tu en as parlé, je ne vais pas en dire plus. L'enseignement, il faut complètement changer l'enseignement et la recherche. Il faut savoir que l'INRA, qui est l'Institut de recherche pour l'agriculture, 90% de son budget va à l'agriculture industrielle. Il n'y a même pas 10% du budget qui est sur l'agroécologie. Donc, comment on peut changer les choses si dès le début on ne donne pas les moyens, on ne se donne pas les moyens?
Au sein des paysans, on crée beaucoup de recherches nous-mêmes, de sélection de semences, de construction de matériel nous-mêmes avec l'atelier paysan, d'abattage à la ferme. On essaye de restructurer tout ça, mais on a besoin de soutien de la recherche pour tout ça. Voilà, il faut revoir tous les parcours et puis surtout travailler sur la transmission des fermes. En fait, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de paysans qui partent et ils ont une image du néo-rural, de la personne qui vient de la ville très souvent négative. Sauf qu'aujourd'hui, c'est 30% des installations qui viennent des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. La moitié des installations agricoles se faisaient en bio jusque-là. C'est peut-être un peu plus dur maintenant vu la crise du bio. Mais voilà, il faut vraiment un soutien, un accompagnement et une valorisation des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. Parce qu'en fait, tout le monde est capable de faire ce métier. Enfin, tout le monde, tous ceux qui en ont vraiment envie, et si on nous aide à en donner les moyens. Et surtout, accompagner la transition agroécologique et le mettre en avant. Il y a un outil qu'on développe et qui peut vous parler, vous en études, dans les études sociales. Et donc tout à l'heure on parlait beaucoup Antoine de personnes j'ai perdu le mot, mais dans la précarité alimentaire. On est en train de développer un outil, mais c'est pas que au sein de la Confédération paysanne, c'est avec tout un réseau de la sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Voilà. En fait, c'est de remettre en principe le même principe que la sécurité sociale, en évitant toutes ces dérives qui permettent l'engraissement de toute l'industrie pharmaceutique. Mais de sécurité sociale de l'alimentation, ça ne serait pas un chèque alimentaire à n'importe qui, ça serait tout le monde, par exemple dans l'université, du prof à la personne qui fait le ménage aux étudiants, tout le monde ait le droit à 200 € par exemple de nourriture, et qu'ils aient une carte vitale, par exemple, une carte de l'alimentation, et qu'ils puissent aller, donc on enlève tous les supermarchés bien sûr, ça après c'est les groupes locaux, on revient aux bases de la sécurité sociale, c'est des groupes. Aujourd'hui, par exemple, on décide dans le Rhône qu'est-ce qu'on peut financer avec ces 200 € là en nourriture. Est-ce que c'est l'agriculture bio, paysanne, conventionnelle, dans quelles limites on les donne. Et voilà, donc on est en train de restructurer tout ça. Ça permettrait de ne plus avoir recours à l'aide alimentaire. Donc là, par contre, les Restos du Cœur et tout sont très énervés contre nous parce qu'ils ont fait tout un modèle autour de ça. Ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin d'eux. Coluche avait créé Resto du Cœur pour 1 an à la base. Il ne voulait pas que ça perdure. Pour lui, son rêve, c'était que ça n'existe plus. Aujourd'hui, quand on leur dit, avec le projet de sécurité sociale de l'alimentation, l'aide alimentaire n'existerait plus, on se fait tomber dessus par ces associations. C'est dommage, parce qu'on pourrait vraiment construire une alternative. Ça permettrait, je vois aujourd'hui, comment un étudiant peut bien manger. Je veux dire, budgétairement, on va vous dire quoi, la conclusion d'aujourd'hui, c'est aller manger bio et local. Et financièrement, c'est quand même compliqué. C'est un effort, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Et il faut essayer de le faire, parce que comme tu dis Antoine, il y a des moyens, des fois c'est bien moins cher qu'en grande surface, mais surtout il faut donner la possibilité à chacun de bien se nourrir, et puis nous, à chaque paysan, paysanne, de pouvoir vivre de son métier. Et aujourd'hui, on se base sur les prix, le prix qu'on affiche c'est le prix du voisin pour pas être trop plus cher, parce que sinon la personne d'à côté, les clients vont pas venir, mais clairement on a des prix qui sont pas rémunérateurs. Moi ça fait 4 ans que je suis installé, je me suis pas dégagé un salaire encore. Alors pourtant j'ai repris une ferme qui existe, mais parce que j'applique un modèle d'agriculture paysanne qui va assez loin, et du coup je produis pas énormément de lait, je suis pas dans la production, et du coup la rentabilité du système elle est pas complète, parce que je peux pas vendre mon produit au juste titre, au juste prix. Il faut savoir qu'au niveau de la PAC, mon chiffre d'affaires c'est à peu près 30% qui vient de la politique agricole commune. Un agriculteur conventionnel on est à 50%. Un éleveur de moutons en alpage, on est à 80% d'aide PAC qui considère son revenu. Bon, là, il y a des conditions aussi de fait liées aux loups et compagnie qui font qu'ils soient beaucoup aidés. Mais voilà, on est très très peu soutenu là-dedans. Et c'est vraiment important de... Je crois qu'on a fini après. C'est vraiment très important politiquement d'essayer de bouger tout ça, quoi. Parce que faut pas se culpabiliser, faut faire ce que vous pouvez vous à votre échelle en consommant et peut-être en aidant des personnes comme tu peux faire, du woofing, de venir découvrir l'agriculture. Mais c'est vraiment politiquement que ça se joue. Voilà. Donc pour conclure un peu de mon côté,
C'est que le métier de paysan, c'est un métier d'utilité publique et qui est à la croisée des chemins entre l'urgence sociale, parce qu'on a une urgence où on nourrit, de se nourrir, de bien vivre, et l'urgence écologique. Tout ce qu'on fait a aussi un impact sur l'environnement qui nous entoure, et tout l'environnement qui nous entoure a un impact sur nous. Voilà, donc c'est en mêlant tout ça qu'on s'en sortira. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, je crois qu'il y a une fiche d'émargement à signer pour le suivi pour l'administration. C'est pas mal si vous pouvez dire si vous étiez là. Voilà, donc après, je sais pas, des questions, des remarques, des envies de partager quelque chose. En plus du film Les Algues Vertes, il y a aussi une BD qui s'appelle Il est où le patron et qui parle de 3 femmes qui veulent s'installer comme agricultrices et qui racontent leur parcours, et c'est très drôle et très bien fait. Je vais voir Il est où le patron. Vous avez parlé des impacts environnementaux de l'agriculture, mais est-ce que vous pourrez parler aussi de ceux de l'élevage, et si du coup l'élevage que vous avez contacté, vous proposez, il est effectivement durable et soutenable aujourd'hui? C'est bien de parler de ça aussi. L'élevage aujourd'hui est beaucoup décrié, notamment avec les vidéos d'L214. Je voulais en dire un mot tout à l'heure, c'est bien, j'avais fait une note. Le jour, j'avais fait du covoiturage avec un gars qui venait voir un match de rugby là, à Lyon. Il était directeur d'abattoir. 20 à 40 000 lapins tués par jour. Je vais faire le nombre x 360. 700 salariés, je crois, sur le truc. La chaîne d'abattage tourne de 4h du matin à 22h. Ils font aussi 360 000 chevreaux par an. Voilà, c'est le modèle, c'est ce qui se passe clairement en agriculture aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai parlé de la chèvre, je suis de la chèvre, moi je fais de la vache et du cochon un peu. Moi, tous mes animaux qui naissent sur ma ferme, j'essaie de pousser ce modèle qui n'est pas encore rentable. Tous les animaux qui naissent sur ma ferme sont abattus à l'abattoir local parce que c'est l'obligation, mais découpés dans l'atelier collectif et vendus par moi sur le marché à mes clients. La plupart des chevreaux qui naissent en France sont envoyés dans des centres d'engraissement et finissent dans cet immense abattoir et partent après au Portugal, en Algérie, au Maroc pour être consommés. On a complètement déconnecté les productions. Aujourd'hui, le chevreau devient un déchet, mais même le veau devient un déchet de la production laitière. Alors qu'en consommant, parce qu'on est sur des circuits longs et on ne consomme plus certaines viandes, c'est le marché qui décide. Alors qu'en étant en lien avec des producteurs locaux, on est en train de beaucoup militer à la Confédération paysanne pour les abattoirs à la ferme. C'est un projet que j'aimerais énormément développer, de pouvoir tuer mes animaux moi-même chez moi. Parce que c'est un outil, c'est la seule étape qui me manque. Mes animaux, ils naissent avec moi, c'est leur mère qui s'en occupe, mais je les veille, je les soigne, je les nourris. Je les emmène à un abattoir qu'on a quand même la chance chez nous d'avoir un abattoir qui est de proximité. J'ai pu le visiter, je vois comment ça se passe. Mais clairement, mes animaux, ils n'ont jamais été mis dans des trucs qui les serrent. Enfin voilà, moi j'ai eu fait de l'abattage à la ferme, je les mets contre moi. Les animaux, ils savent pas ce qui se passe. Je tue le chevreau, la chèvre, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Le lendemain, je vais traire, c'est une des premières qui vient se faire traire. Parce qu'elle a eu le temps d'élever son chevreau. Je le tue à un âge où normalement dans la nature l'animal il serait sevré et il serait séparé sa mère l'aurait rejeté. Donc il faut revenir à des choses comme ça, sauf que ça, économiquement, c'est pas rentable encore. C'est vraiment les questions de rentabilité qui vont décider. On milite justement pour qu'il y ait une aide de l'État qui soit mise en place pour élever par exemple les chevreaux sous leur mère. Et voilà, ça permettrait d'augmenter un peu notre revenu. Mais ce que je disais dans les conclusions, on est d'utilité publique, on est presque des acteurs, un passe mot fonctionnaire, mais parce que soi-disant fonctionnaire ça fout rien et que nous on bosse 80 heures par semaine. Mais voilà, faut revenir à ça et en être fier. Voilà, pour venir aux conditions, on a au mois de janvier toute une thématique sur l'agriculture, sur l'élevage paysan.
Et on n'a pas de label, on ne veut pas créer de label parce que c'est une définition assez large, mais quand même déjà quand on parle paysan, paysanne, d'élevage, c'est plus proche de l'homme et voilà. Mais on ne peut pas maîtriser encore tous les outils qu'on peut. Mais voilà, après sur le côté entre guillemets L214, il faut quand même faire attention parce qu'à la base c'est des antispécistes quand même qui mènent ça et c'est des gens qui ne veulent pas d'animaux, clairement. Et on parlait tout à l'heure du cycle de l'azote et compagnie, c'est quand même très très compliqué de produire de la nourriture sans amendement organique donc lié à l'élevage. On y arrive avec des rotations de légumineuses en faisant des paillages et compagnie, mais c'est vraiment falloir manger beaucoup de végétal et ça n'a pas encore prouvé qu'on peut nourrir le monde là-dessus. On a arrivé à prouver qu'on peut nourrir le monde en bio en réduisant notamment la consommation de viande. Il faut clairement réduire sa consommation de viande, ça c'est clair. Et il faut manger de la bonne viande, quoi, c'est tout. Et je vois quand moi je fais du cochon que j'élève sur 1 an, ils vont en plein air, c'est interdit de faire comme je fais parce qu'ils côtoient mes autres animaux. Et au niveau des règles sanitaires, j'en ai pas parlé, mais on a des règles sanitaires qui sont draconiennes pour protéger les marchés d'exportation. Parce que si jamais on a une maladie de l'Europe de l'Est qui arrive en France, on ne pourra plus exporter notre porc en Chine. Du coup, mon porc chez moi, il doit être enfermé. Enfin bon, voilà. Mais du coup, cette côte de porc, si vous en achetez 200 grammes, vous allez manger 180 grammes de viande. Il est très très peu rempli d'eau. Il va garder. Et puis vous n'en aurez pas besoin en fait. On dit qu'il faut manger 120 grammes de viande, mais une bonne viande, vous en mangez 80 grammes, c'est bon. C'est comme le bio. Vous regardez, manger des pâtes semi-complètes bio, pas celle de Carrefour, hein, celle d'une marque un peu moins grosse. Ben vous allez, à force, vous allez moins manger aussi. Parce que ce qu'on bouffe dans l'industrie n'a plus de valeur alimentaire, c'est rempli d'eau. Et donc voilà, on va petit à petit, on va réduire et finalement économiquement en cuisinant quand même un peu, en allant chercher les produits pas dans grande surface parce qu'ils margent énormément, et ben on peut arriver à s'en sortir pour pas trop cher quand même. Enfin, pas pour beaucoup plus cher que ce qui est normal. Il y a une étude qui s'appelle TIFA, TYFA, 10 Years for Agriculture, qui prévoit un peu une autre agriculture d'ici 2050, je crois. 2030, je sais plus. Et elle prévoit cette agriculture au niveau européen. Et ça met vraiment en valeur le fait que, en changeant complètement notre assiette alimentaire, en réduisant la viande et en augmentant la part des légumineuses, et on peut nourrir l'Europe et atteindre tout ça, mais ça peut vraiment pas se faire sans élevage. Mais par contre, il faut absolument que les élevages soient bien faits, soient avec des conditions animales bien meilleures qu'aujourd'hui. Mais il disait que c'était pas possible d'enlever l'élevage pour la question de l'azote, en fait. C'est surtout pour ça. C'est logique, quoi. Un écosystème sans animaux, c'est assez compliqué. Et puis, mais pour le moment, la principale. C'était combien de lapins? 20 à 40 000 lapins par jour. 20 à 40 000 lapins par jour. Bon, on a du boulot à faire avant d'abolir l'élevage. D'abord avant de passer l'étape d'élevage paysan et ensuite avant d'abolir l'élevage comme certains le voudraient. Donc, pour moi, c'est une question d'idéal et cette confrontation, c'est pas vraiment une confrontation, mais ce débat entre antispécistes et éleveurs paysans, c'est une question qui arrivera en 2250, je sais pas quoi. Voilà. Le problème, c'est que du coup, nous, sur nos marchés, on est beaucoup confrontés à ça. Mais vous faites de la viande. Enfin, voilà, il y a peu de. On est assimilé à tout ça. Et en fait, il y a une voie du milieu. C'est un peu comme pour tout. C'est un peu comme pour le conflit en ce moment. Hamas-Israël, il faut être là, toujours tout l'un ou tout l'autre. C'est comme le loup. Il faut être pro-loup ou anti-loup. En fait, il y a toujours des voies du milieu qui font des compromis. En fait, c'est celle dont on parle le moins. Parce que le monde d'aujourd'hui, il doit faire le buzz. Il doit être extravagant. Il doit être clivant. Et c'est pas le monde pour lequel on milite et c'est pas le monde qui permet le vivre ensemble. Je voulais parler du coup, en parlant élevage, ça me fait parler environnement, écologie. Tout à l'heure, tu parlais des haies qui ont été supprimées.
C'est sûr, 60% de la biodiversité agricole a disparu. Mais en fait, à la base, c'est de la biodiversité agricole. Et elle a été créée par l'agriculture, cette biodiversité. Et l'agriculture est créatrice de biodiversité et développe la biodiversité. Et en fait, bon, ça remonte au Moyen-Âge, si on veut. Il y avait une biodiversité plutôt forestière. Les moines ont beaucoup défriché. Donc à ce moment-là, ils ont eu un impact assez énorme sur la biodiversité forestière qu'on va plus retrouver aujourd'hui en Europe de l'Est ou aux États-Unis, par exemple, avec les grands espaces de nature. Mais depuis voilà, le Moyen-Âge, on a créé une biodiversité agricole. Je veux dire, le nombre d'espèces de papillons qui existent en Europe, elle est grâce à l'agriculture. Elles étaient présentes, ces espèces, mais elles ont pu se développer grâce au milieu ouvert. Et tous les rapaces, notamment, sont liés au milieu ouvert. Et si on enlève, si on boise énormément ou qu'on met. Enfin, si on fait revenir que la forêt, et ben, il y a aussi toute une partie de la biodiversité qui va disparaître. Donc nous, on travaille vraiment en lien. L'idée, c'est vraiment de travailler en lien et de refaire des écosystèmes au milieu de nos agrosystèmes. Enfin voilà, tout vit ensemble, des haies, des mares. Une parcelle, il ne faudrait pas qu'elle fasse plus de 4 hectares. Je pense que la parcelle que tu as montrée tout à l'heure, elle faisait 70 hectares. Quand j'ai déjà vu des parcelles énormes avec sans arbres. Enfin, au niveau des études scientifiques, ils disent qu'un oiseau il a plus de mal à traverser la Beauce, donc qui est la grande plaine céréalière au sud de Paris. Il a plus de mal de traverser cette zone-là que de traverser la Méditerranée. Alors voilà, on en est venu, ils ont coupé tous les arbres, alors qu'avant c'était une zone bocagère énorme. Si vous avez l'occasion de voyager un peu en Europe de l'Est, on retrouve par exemple en Slovénie toutes ces micro-parcelles que tu disais, des parcelles qui font 2,50 m de large, qui peuvent être assez longues, et qui sont du coup toutes entrecoupées de talus. C'est avant l'époque du remembrement, c'est l'époque du communisme aussi. Et avant, mais on avait ça en France aussi. Et en fait, sur chaque parcelle, même si c'est par exemple que de la prairie, elles sont toutes coupées avec un jour de différence. Il n'y a jamais 70 hectares qui est coupé d'un coup. Du coup, le papillon, l'oiseau, il avait toujours un refuge où il revenait. Et aujourd'hui, on travaille de tellement grandes surfaces qu'on rase tout en même temps. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres. Ouais. Moi, j'aimerais vous poser une question par rapport à la ressource d'eau, dans un contexte de changement climatique, comment ça se passe pour vous, et aussi par rapport à la transmission des savoirs agricoles dans un contexte de changement climatique. Alors, le problème de l'eau et du changement climatique, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre non plus. Là, par exemple, ça y est, ces jours, on commence à avoir un excès d'eau. On a été en déficit pendant 10 mois. Quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On a le Rhône qui a un débit de millions ou milliards de litres seconde, enfin un truc énorme. Qu'est-ce qu'on fait voilà, est-ce qu'on peut pomper un peu dedans ou pas Il y a vraiment, c'est assez complexe. En élevage, on va plutôt travailler sur des prairies et les cultures. Est-ce qu'il faut arroser les prairies Enfin, il y a aussi le problème de la chaleur, parce qu'une prairie ne va plus pousser au-delà, je crois, de 28 ou 30 degrés. Donc on aura beau mettre de l'eau, de toute façon, la prairie ne poussera pas. Donc il y a un peu le côté agroforesterie qui s'invite aussi. Et là, on révolutionne quand même clairement toutes les façons de faire. On essaie de travailler sur le non-labour pour plus déstructurer les sols, améliorer la matière organique, donc la rétention en eau. Sauf que du coup, le non-labour en bio, c'est quand même très compliqué parce qu'en fait, si on laboure, c'est surtout pour enfouir les plantes dessous et que quand on sème, ce qu'on sème puisse pousser très vite. Si on laboure plus, les plantes qui étaient là avant sont encore en place. Quand en conventionnel, on balance du Roundup, on brûle tout en herbicide, et puis après on plante nos graines, elles vont pousser. En bio, c'est plus compliqué. Donc faut pas être. Moi, ce que ça m'a appris un peu, c'est 4 années, mais ce que j'ai du mal à faire, c'est qu'il faut pas se dire je suis mis en tête, je vais faire comme si, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment analyser son terrain et se dire bon, ouais, le labour c'est mauvais, mais là, faut peut-être que je le fasse. Ouais, les antibiotiques c'est mauvais, mais là, ma bête, elle va pas bien, faut que je mette un antibiotique, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu. Faut arriver à jongler avec tout ça. Et oui, voilà, il y a quand même, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, quoi. Il y a toujours des choses les antibiotiques, on en aura toujours besoin, c'est juste qu'il faut pas les utiliser à outrance. La charrue, le tracteur, on en aura quand même toujours besoin. Mais voilà, faut essayer de les utiliser autrement. Et sur l'eau,
il faut en tout cas la réserver essentiellement aux cultures qui nourrissent les humains, essentiellement. J'étais en débat une fois sur Lyon au niveau régional de maïsiculteurs de la plaine de pas loin, là, hein, plaine de l'Ain qui vient jusqu'aux portes de Lyon. C'est des hectares, des centaines d'hectares de maïs sur. Si vous mettez pas du pain de maïs, c'est de la pelouse stépique. C'est l'ancien lit, c'est l'ancienne moraine du glacier du Rhône. Les terrains n'ont aucune valeur, à part si vous mettez de l'eau et de l'engrais, le maïs pousse, mais si vous enlevez tout ça, c'est une herbe sèche qui pousse. Et il disait oui, mais quand même, je sais plus quel était son argument. Le maïs produit tant de valeur énergétique. C'était ça son argument. Le maïs, ça a énormément de valeur énergétique. Oui, mais on fait quoi avec du maïs? On fait de l'agriculture industrielle. Donc, enfin voilà, c'est tout. On fait du plastique maintenant. Énormément de maïs de la plaine de l'Ain fait du plastique. Donc non, on va se mettre au mieux du blé et faire du pain, de la farine, des pâtes. Voilà. Il faut réorienter les subventions à l'eau si les cultures sont vivrières et bien faites. Il faut savoir que le maïs irrigué, jusqu'il y a encore 5 ans, était la culture la plus subventionnée en France. Donc forcément, on est allé là-dedans aussi, quoi. Enfin, voilà, faut pas jeter la pierre sur les agriculteurs qui ont fait quand même ce que l'État leur demandait de faire et qui sont allés là où ça rapportait aussi, quoi. Et c'est très dur aujourd'hui, voilà, de se remettre en question. Du coup, ça m'a fait penser à autre chose, mais si c'est ça que je voulais parler, l'agriculture énergétique, l'agri-photovoltaïsme, méthanisation et compagnie. Il y a récemment le ministre de l'Agriculture qui s'appelle Marc Fesneau en ce moment, il change souvent, mais il a dit au salon agricole de Rennes, qui est le salon de l'agro-industrie, parce que la Bretagne t'en a parlé un peu, c'est l'agro-industrie. Pourquoi la Bretagne? Parce que c'est les ports, parce que c'est proche de ports qui font venir le soja du Brésil, le soja OGM du Brésil, et après on exporte en Chine le porc et le grain. En Bretagne, c'est juste un support, la Bretagne. Ce ministre, il a dit l'agriculture doit aller vers une agriculture industrielle bon marché pour produire de la bouffe pas chère. Vraiment, c'est clairement ces mots. Et comment on va réunir les agriculteurs? En faisant de l'énergie. Donc en faisant de la méthanisation et du photovoltaïsme sur les terres. Donc clairement non, quoi. C'est pas comme ça qu'on va vers un avenir durable et constructif. On doit vivre de notre métier, de notre production agricole. La production énergétique, si elle se fait, chez moi il y a un projet de solaire sur des bâtiments, et ben c'est un groupement de riverains, d'habitants locaux qui va le mener, quoi. Et moi je ne vais pas me faire profit dessus. Je veux que ça ne me coûte rien, mais je ne vais pas investir non plus le risque. Enfin voilà, c'est à eux de mener ça, et ça devrait appartenir, ça doit être l'État qui fait ça presque, enfin qui développe ces projets-là, quoi. C'est la politique énergétique, elle devrait être l'État, et pas liée à de l'industrie, à du business, et puis en fait on a une solution pour sauver les agriculteurs, quoi. C'est complètement bien. On peut en parler très très longtemps d'agriculture. C'est vraiment une image de la société, des politiques. En même temps, c'est une politique publique. Ma compagne est institutrice, j'ai de la famille dans le milieu hospitalier. C'est clairement les mêmes choses, quoi. On est clairement, on dépend complètement des politiques publiques et qui sont dévasteuses. Du moment que c'est surtout ces fonctions-là qui sont l'éducation, l'agriculture et le soin, du moment qu'on met ça dans une politique néolibérale capitaliste, ça devrait complètement en sortir, quoi. Voilà. Il y a d'autres choses. Moi je serais contre aussi, mais personnellement, c'est peut-être un peu plus discutable une voiture ou de la matière, qu'elle soit produite de manière capitaliste ou pas. Mais en tout cas, quelque chose qui est d'utilité publique et d'un bien public doit complètement être hors de ça.